Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce matin-là, Richard Kinsley, milliardaire à la tête de Kinsley Technologies, avait quitté le prestigieux sommet sur l'intelligence artificielle avec une lourde frustration. Toute la matinée, il avait été la cible de questions incisives, voire agressives, sur l'éthique de ces algorithmes, accusés de manipuler les données au profit du profit maximal, sans égard pour les conséquences humaines. Cette attaque publique avait laissé une marque sur son humeur. Son costume brionny impeccable, ses lunettes noires sur le nez, il avançait à grands pas dans les rues de Chicago, pianotant sur son téléphone dernier cri, absorbé par la préparation de son prochain discours, déjà tourné vers la prochaine réunion. Il ne faisait pas attention au quartier. Les maisons modestes, les façades défraîchies, les passants au regard distrait ne l'intéressaient pas. Son esprit était ailleurs, concentré sur des chiffres, des contrats, des stratégies. Il était un homme de pouvoir, habitué à imposer sa volonté, à ignorer les détails qui ne lui semblaient pas importants. Soudain, un bruit sec et brutal le fit sursauter. Son SUV électrique, une merveille de technologie à la pointe, freina brusquement, comme figé. Il sentit le poids du silence, le véhicule à l'arrêt, les pneus bloqués contre l'asphalte chaud. Sérieux, grogna-t-il, exaspéré, en posant son téléphone. Il fit le tour de la voiture et remarqua immédiatement le pneu arrière droit, complètement dégonflé, presque écrasé contre le sol. Un luxe qui ne roulait plus, immobilisé dans un quartier où il n'aurait jamais voulu être vu ainsi. Il essaya de joindre son chauffeur, un homme habituellement ponctuel et efficace. Pas de réponse. Puis il tenta d'appeler le service d'assistance Kinsley, un réseau premium à l'échelle mondiale. Rien. Le réseau téléphonique semblait inexistant ici, dans ce coin du South Side, loin des gratte-ciel et des paillettes. Un soupir d'impuissance s'échappa de ses lèvres. Il était seul. Vêtu de ses habits de réussite, il se retrouvait vulnérable, contraint de faire face à la réalité. Il regarda autour de lui, un peu mal à l'aise. Les rues étaient calmes, mais le paysage semblait étranger, inconnu. Pas de luxe, pas de sécurité. Alors qu'il se penchait pour examiner la roue, une voix s'éleva derrière lui, ferme mais douce. « J'ai vu que votre pneu est à plat. Je peux vous aider si vous voulez. » Il se retourna vivement, un peu sur la défensive, et aperçut une femme noire, la trentaine, vêtue d'une salopette grise, les mains tachées de cambouis, tenant une clé dynamométrique dans une main habile. Elle se tenait devant un petit garage modeste, avec une enseigne en métal rouillé, Jackson Garage. Son regard était calme, assuré, marqué par la confiance de celui qui maîtrise son métier. « Vous êtes mécanicienne ?» demanda-t-il, avec un léger accent condescendant, comme s'il doutait qu'elle puisse s'occuper d'une voiture aussi sophistiquée que la sienne. Elle le regarda, sans se départir de son calme. « Naomi Jackson. Je tiens ce garage ici. Et oui, c'est moi qui répare. Pas un robot. » Il haussa un sourcil, hésitant, ne voulant pas qu'une inconnue touche à son bijou technologique. « Cette voiture vaut plus que tout ce pâté de maison. » Elle haussa les épaules, impassible, comme si la valeur monétaire lui importait peu. « Elle ne vaut rien si elle ne roule pas. » « Alors, je le fais, ou vous attendez une dépanneuse qui ne viendra pas avant 2 heures ?» Le silence tomba. Richard, pris au dépourvu par cette assurance tranquille, se tut. Sans un mot de plus, Naomi s'agenouilla près du véhicule et commença à démonter la roue avec une maîtrise parfaite, ses gestes précis et rapides. Le bruit des outils, le frottement des pneus, le cliquetis familier du métier lui semblait presque une mélodie apaisante dans ce contexte de tension. Il l'observait, se demandant comment une femme dans ce quartier pouvait avoir un tel savoir-faire. Naomi travaillait avec une fluidité qui tranchait avec la nervosité ambiante. Ses gestes étaient sûrs, presque chorégraphiés, témoignant d'une expertise forgée au fil des années dans ce petit garage aux murs couverts de plans, d'outils et de souvenirs familiers. En moins de 10 minutes, elle avait démonté la roue dégonflée avec une rapidité efficace, la remplaçait par une roue de secours parfaitement ajustée, puis s'attelait à vérifier les capteurs électroniques sophistiqués du véhicule, manipulant les dispositifs avec la précision d'une technicienne de haut niveau. Tout cela, sans un mot superflu.
Son silence semblait peser lourd, comme une déclaration de compétence et de dignité qui ne demandait aucune approbation. Richard, initialement distant, se surprit à la regarder avec une certaine admiration mêlée d'étonnement. Il avait sous-estimé cette femme. Puis, son regard fut attiré par un détail inattendu, une touche d'élégance discrète sur ses mains abîmées par le travail manuel. Une bague noire. Pas de l'or éclatant ni de diamants scintillants, mais une pièce en ébène lisse, finement polie, gravée d'une délicate inscription en argent. Une formule mathématique presque imperceptible courait sur l'anneau, comme un secret chuchoté au fil du temps. Intrigué, Richard fronça les sourcils et osa la question. Cette bague. Où avez-vous eu ça? Naomi leva lentement les yeux vers lui, mesurant son étonnement, défiant presque la curiosité inattendue. Pourquoi cette question? Demanda-t-elle, la voix calme, presque méfiante. Il prit une profonde inspiration, comme s'il allait révéler un secret enfoui. C'est la bague qu'Alan Jackson portait. Alan Jackson, un ingénieur génial qui a travaillé avec moi il y a 20 ans. Il a sauvé mon entreprise d'un effondrement total à l'époque. Je ne l'ai vue qu'une seule fois, mais elle m'a marqué. C'est unique, impossible à confondre. Le nom résonna dans l'air comme un écho familier. Naomi se releva lentement, les yeux brillants d'une émotion contenue. Alan Jackson était mon père. Un silence presque sacré s'installa. Richard resta sans voix, abasourdi par cette révélation inattendue. Attendez, vous êtes sa fille? Elle acquiesça d'un signe de tête, avec fierté et une certaine mélancolie. Oui. Il m'a tout appris. Pas seulement sur les moteurs ou les circuits, mais sur la vie. Il a toujours refusé de rejoindre votre entreprise, votre monde de chiffres et d'éclats. Il disait que vous ne saviez écouter que ce qui brillait. Moi, j'ai choisi de rester ici, dans ce quartier, pour reprendre son garage, pour continuer son héritage. Richard la regarda intensément, la distance entre eux semblant s'effacer à mesure qu'il prenait conscience de la véritable valeur de ce qu'il avait sous les yeux. Ce n'était pas simplement une mécanicienne. C'était une gardienne d'un savoir rare, une femme qui portait sur elle la mémoire d'un homme exceptionnel. Le ton de Richard changea immédiatement. La dureté dans sa voix s'adoucit, remplacée par une sincérité qui trahissait une profonde admiration mêlée à un soupçon de regret. Il posa sa clé à molette sur le capot du SUV, comme pour se concentrer, puis parla avec un mélange de respect et de nostalgie. Votre père était un homme brillant. Plus brillant que beaucoup de ceux que j'ai rencontrés dans ce milieu. Il m'a aidé à éviter des poursuites majeures en améliorant les systèmes de sécurité de mes algorithmes. C'est grâce à lui que Kinsley Technologies a survécu à ce moment-là. J'ai essayé de le recruter plusieurs fois, avec des offres qu'il était difficile de refuser. Mais il a toujours refusé. Toujours. Naomi le regarda calmement, sans phare, avec la même assurance tranquille qui caractérisait toute sa présence. Elle n'avait pas besoin de défendre son père, ni de justifier ses choix. Elle savait qui il était, et ce qu'il représentait. Il croyait profondément à l'indépendance, répondit-elle posément, à la transmission du savoir, pas à l'accumulation de pouvoir. Il ne voulait pas être avalé par ces grandes machines, ces multinationales où l'humain devient un simple chiffre. Il voulait former les gens, réparer ce qui était cassé, enseigner ce qu'ils savaient. Il disait toujours, si tu rends quelqu'un capable de voler seul, tu as fait ton devoir. Richard hocha la tête, la gorge serrée, comme s'il comprenait enfin la portée de ce message, au-delà des affaires et des profits. Et vous, vous avez choisi de marcher dans ses pas. Naomi esquissa un léger sourire, teinté de fierté et de détermination. Exactement. Je ne suis pas dans les tours d'ivoire où l'on échange des idées déconnectées de la réalité. Je suis ici, dans ce quartier, avec ces jeunes du quartier. Je les vois venir chaque jour, apprendre à comprendre une machine, à résoudre un problème. Et ça, Richard, ça vaut bien plus qu'un bonus de fin d'année ou une prime annuelle. C'est la vraie richesse. Un silence s'installa, lourd, chargé de non-dits. Un silence qui pesait, mais qui ouvrait aussi un espace nouveau, plus sincère. Puis, d'une voix plus basse, presque hésitante, Richard demanda, sincère, avec une émotion qu'il n'avait pas encore osé montrer. Est-ce que je peux faire quelque chose pour honorer sa mémoire? Naomi le fixa intensément,
cherchant dans ses yeux cette authenticité. Alors faites quelque chose qui ne porte pas votre nom. Faites-le pour ceux qui n'ont pas de bague, mais qui en auraient mérité une. Faites-le pour ceux qu'on oublie, pour ceux à qui on ne tend jamais la main. Il sentit la force de ces mots, la puissance d'un appel qui dépassait les simples affaires. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette rencontre inattendue sur Jefferson Avenue. Le printemps avait doucement repeint les rues de Chicago en vert tendre, et dans une petite banlieue encore marquée par l'effervescence urbaine, un nouveau bâtiment venait d'ouvrir ses portes, le Centre Alan et Naomi Jackson pour l'innovation communautaire. Ce lieu n'était pas un temple de verre et d'acier aux lignes futuristes, comme on aurait pu l'imaginer pour un centre financé en partie par un magnate de la tech. Non. C'était un espace chaleureux, humble, ancré dans le quartier, où chaque brique semblait respirer l'histoire et les espoirs des habitants. Pas de projecteurs criards ni de banderoles tapageuses. Pas de discours pompeux, de promesses creuses ou de grands noms accrochés au mur. Juste un bâtiment ouvert, des portes grandes ouvertes, invitant ceux que la société avait souvent oubliés à venir apprendre, créer et rêver. Richard Kinsley avait fait une apparition discrète lors de l'inauguration. Ce geste, loin d'être publicitaire, était sincère. Il avait accepté de financer le centre pendant 10 ans, avec une condition stricte, aucun logo de Kinsley Technologies ne figurerait sur les murs. Cette institution ne devait pas devenir un trophée, mais un sanctuaire. Naomi, fidèle à elle-même, était là dans sa tenue habituelle, sa salopette grise, légèrement tachée d'huile, signe de son travail quotidien. Elle s'avança devant un public composé de lycéens attentifs, de jeunes filles noires passionnées par les sciences, et d'enfants curieux aux yeux brillants. Le silence respectueux tomba, tous savaient qu'ils allaient entendre quelque chose de vrai. Naomi prit la parole d'une voix claire, empreinte d'émotion et de conviction. Mon père ne croyait pas à la reconnaissance. Il croyait à la transmission. Elle marqua une pause, son regard balayant la salle. Cette bague, que je portais depuis des années, n'est plus juste un souvenir. Elle est devenue une promesse. D'un geste solennel, elle retira l'anneau d'ébène de son doigt. Tous suivirent des yeux cet objet simple, mais chargé d'histoire. Naomi marcha jusqu'à une vitrine posée au centre de la salle et déposa la bague à l'intérieur, à côté d'une photo en noir et blanc d'Alan Jackson, souriant, les bras croisés, regard fier. Que celui ou celle qui contribuera le plus à ce centre ait l'honneur de porter cette bague pendant 1 an, déclara-t-elle, sa voix vibrante d'espoir. Un murmure d'excitation traversa l'assemblée. L'anneau devenait un symbole vivant, un défi lancé à chaque jeune présent, travailler, apprendre, partager, et surtout transmettre à son tour. Richard, dans un coin discret, observa la scène avec une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Il sentit qu'un pont venait d'être construit entre 2 mondes, entre les rêves d'un ingénieur indépendant et la puissance d'un empire technologique. Ce pont, c'était Naomi. Le centre Alan et Naomi Jackson ne serait pas seulement un lieu d'innovation technologique, mais un phare d'espoir pour toute une communauté. Des années plus tard, la rumeur circulait dans toute la région, portée par le bouche à oreille et les sourires complices des habitants. Sur Jefferson Avenue, dans ce quartier autrefois oublié, un petit garage avait retrouvé vie. Mais ce n'était pas un garage ordinaire. Non, c'était un lieu où les moteurs retrouvaient leur souffle, certes, mais surtout un sanctuaire où les vies reprenaient leur chemin, où les rêves enfouis se réveillaient doucement. Les habitants parlaient de Naomi Jackson comme d'une gardienne. Une femme au regard calme et profond, dont les mains, usées par le travail, semblaient capables de réparer bien plus que des machines. Elle réparait des cœurs, ravivait des espoirs, et semait autour d'elle une confiance nouvelle. Des jeunes du quartier venaient y chercher bien plus qu'une leçon de mécanique. Ils venaient pour écouter ses conseils, apprendre la patience, la persévérance, le respect. Le garage était devenu un phare discret dans la nuit, un espace où les promesses d'avenir se formaient dans le bruit des outils et le cliquetis des idées partagées. Et puis, à l'insu de beaucoup, certains prétendaient avoir aperçu Richard Kinsley lui-même, revenant parfois en personne. Toujours sous un faux nom, toujours sans faste ni bruit, il venait s'asseoir dans un coin du garage, une simple casquette sur la tête, observant silencieusement. Il venait pour demander une révision de son ancienne décapotable, un prétexte presque futile. Mais surtout, il venait écouter Naomi parler aux jeunes, les voir grandir, s'élever. Il venait se rappeler,
loin des projecteurs et des salles de conseil, ce qu'était la vraie grandeur. Une grandeur humble, discrète, celle qui ne cherche pas la reconnaissance sur les murs ou dans les titres, mais celle qui répare, qui élève, et qui laisse des traces durables dans les cœurs. Il avait appris que le pouvoir véritable ne résidait pas dans l'argent ou la renommée, mais dans la capacité à transformer la vie des autres, à transmettre un héritage vivant. Et que parfois, les plus grandes victoires se gagnent sans bruit, dans l'ombre, au coin d'une rue où l'on croirait que rien ne se passe.